Hello friends, dans cette vidéo je vais répondre à une question. Faut-il encore faire, ou bien faut-il tout simplement faire du crowdfunding immobilier? Donc je dis bien crowdfunding immobilier, on va laisser de côté crowdlending, crowd, tout ce que vous voulez. On va se concentrer sur l'immobilier et ça va être quelque part en opposition à l'immobilier, certainement l'immobilier pierre, parce que tout ce qui est papier, tout ce qui est tokenisation, etc., etc., on en a déjà parlé dans une ancienne vidéo. Celle-là, pour moi, ça n'existe même pas, ça n'a aucun sens. Donc, crowdfunding immobilier versus immobilier papier, enfin, pardon, immobilier euh, pierre, tel que nous le connaissons dans le bon vieux monde de l'investissement immobilier. Alors, j'avais déjà donné une réponse dans une ancienne vidéo, c'est Introduction à l'immobilier. La réponse était simple, non, je ne vois pas du tout l'intérêt de faire ce genre d'investissement. Euh, Parce que c'est un investissement un peu one-shot. Vous allez investir dans un projet qui appartient à quelqu'un d'autre. Il va vous promettre un rendement. Ce rendement, c'est une promesse. Bien sûr, c'est contractuel. Mais demain, pour X raisons, son projet ne marche pas, vous n'y serez pour rien parce que c'est lui qui gère en fin de compte. Ce qui va se passer, c'est que on part. Alors, ce qui va se passer, ça dépend parce que dans certains cas, ce qui se passera, c'est rien. Vous ne serez peut-être même pas remboursé. Genre, si l'intermédiaire, vous investissez en crowdfunding à travers une plateforme qui vous reverse des royalties, comme une plateforme qui est très connue, on ne va pas donner son nom, mais bon, voilà, c'est connu, ou alors demandez-moi en privé. Là, c'est la plateforme, c'est un intermédiaire, elle vous reverse des royalties, la plateforme fait faillite, on ne parle même pas du projet ou bien du promoteur, vous n'avez rien. Vous n'avez que vos yeux pour pleurer. Alors, on ne parle pas de ce genre de cas, on parle vraiment de crowdfunding où vous avez quelque part, c'est des obligations, bien, vous avez des parts du projet en soi. Donc, s'il y a un problème parce que quelqu'un s'est très mal géré, même si normalement, il y a les validations de l'intermédiaire. Mais bon, voilà, vous voyez bien, ce sont des intermédiaires, c'est pas vous, donc c'est trop passif. Dans ce cas-là, dépendamment du contrat que vous avez, peut-être on va vendre ce qu'on a sur ce projet-là, en supposant qu'on a quelque chose. Et selon l'ordre d'hypothèque et l'ordre des garanties, vous serez le premier à être servi. Peut-être ça va être la banque, peut-être ça va être d'autres personnes. Et après, vous serez remboursé ou pas. Mais dans tous les cas, vous serez remboursé, bien sûr, à hauteur de votre capital, de votre investissement. Donc, éventuellement, vous avez perdu 1 an, 2 ans pour rien. Et encore, il faut voir. Donc, crowdfunding, pour rappel, c'est... il y a quelqu'un qui a un projet immobilier, il n'a pas les moyens pour X raisons, ou bien la banque ne finance pas tout, ou bien c'est un choix stratégique de sa part. Il va financer une partie de ce projet-là à travers des gens qui vont mettre de l'argent. Et en contrepartie, il y aura des garanties. Voilà, ça c'est pour l'explication et pour les inconvénients que je vois. Maintenant, est-ce qu'il y a des cas où ça va être intéressant d'en faire? Le premier cas, selon moi, et vous voyez déjà ma première réaction, ça va être la diversification. C'est-à-dire, bon, on peut parler toujours de l'immobilier, pierre, papier, tokenisation, bourse, à travers les raids, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on veut. On peut mettre les stratégies qu'on veut. À un moment donné, il faut reconnaître une réalité, c'est que quand on parle de l'avenir, on ne sait pas ce qui va se passer. Il suffit qu'il y ait une loi, qu'il y ait je ne sais quoi, une catastrophe naturelle, et toutes les prévisions qu'on a faites, parce que ça va se baser sur des hypothèques, finalement, ça ne va pas marcher, d'où l'importance de diversifier. Et donc, dans le cadre de cette diversification, et malgré les inconvénients que j'ai présentés sur le crowdfunding, en fin de compte, peut-être c'est bien d'investir à travers quelqu'un ou chez quelqu'un qui a peut-être beaucoup plus d'expérience que vous, qui a peut-être beaucoup plus de moyens et qui a beaucoup plus de marge de manœuvre. Parce que la plupart de ces projets, ça va être diviser ou bien récupérer un bien d'héritage et revendre, commercialisation qui est beaucoup plus puissante que ce que un simple investisseur lambda ou particulier pourra faire. Donc finalement, c'est peut-être bien de diversifier, de mettre ça à côté de plusieurs de ces investissements immobiliers. Why not? Maintenant, à part cet argument-là qui est tout à fait louable, encore faut-il savoir le prioriser par rapport à d'autres moyens de diversification, parce que là, je dis bien, c'est une diversification dans le cadre de l'immobilier, ce qui veut dire que ailleurs, vous avez investi dans d'autres opportunités entrepreneuriales, bourse, etc., etc., etc. Il faut trouver le bon pourcentage de diversification. Et il faut toujours se poser la question, dans le cas de cette même diversification, est-ce que vraiment ça vaut la peine par rapport à d'autres moyens de diversifier en immobilier? Je ne sais pas.
Je laisse chacun réfléchir. Moi, franchement, si c'est la stabilité, si c'est donner à autrui, etc., etc., faut pas oublier qu'il y a d'autres moyens diversifiés. Genre, vous avez un bien, un appartement, vous avez un studio, vous allez le mettre en location longue durée. Quand je dis longue, c'est très longue durée, à la mairie ou un organisme social, une association qui va y mettre des gens qui sont en difficulté. En contrepartie, vous savez très bien que vous aurez votre loyer, c'est même pas discutable. Et à la fin de la location, vous allez récupérer votre bien dans un bon état, ou alors ils vont faire des travaux pour que vous le récupériez en bon état. Maintenant, il faut voir aussi la rentabilité parce que voilà. Parce que cette rentabilité faisait partie des raisons pour lesquelles je disais que crowdfunding immobilier, c'est pas intéressant. Parce que généralement, ça tourne autour de 6%. Alors, je parle des projets qui sont quand même assez fiables. Un projet qui est dans un pays que je connais pas, qui passe par une plateforme qui est à Malte, ou dans un autre pays voilà, qui a une certaine réputation, ça n'a rien à voir avec le pays lui-même, mais c'est juste d'un point de vue entreprise, il y a eu pas mal de mauvaises histoires, des gens qui ont profité du système très ouvert de ces pays-là pour faire des arnaques. Même s'ils me proposent 20%, ben voilà, je préfère faire du trading en fermant mes yeux plutôt que de le mettre entre les mains de quelqu'un dans une configuration qui ressemble au Ponzi quand même. Donc, l'un des problèmes, c'est justement cette rentabilité qui est basse. Donc, si c'est du 7%, c'est pas la peine. Maintenant, si c'est du 8%, 9%, 10%, 11%, why not? On peut commencer à étudier et à réfléchir. Bon. Là, on parlait de la diversification. À part la diversification et à part, qu'est-ce qu'on peut avoir comme argument? Peut-être pour des personnes qui, dans tous les cas, n'ont pas le temps d'investir ou bien qui cherchent un investissement passif. Exemple, on va dire bienveillant et constructif, un couple ou une personne qui est déjà salarié par exemple, qui est déjà entrepreneur, mais qui n'a pas le temps pour ça. Pour X raisons, il passe par un moment particulier de sa vie, il n'a pas envie de se prendre la tête, il a une épargne, et dans ce cas-là, il veut juste fructifier son épargne loin des banques, parce que les banques, pour différentes raisons, c'est pas intéressant, et en plus, même si on aime les intérêts, c'est 1%, c'est même pas l'inflation. Donc, s'il est sur des rentabilités du genre 10%, why not? Dans la même logique, quelqu'un qui veut investir en immobilier, qui a un certain montant, mais le montant, il n'est pas encore, ça ne va pas lui servir grand-chose. Et surtout si vous ne voulez pas prendre de crédit. Exemple, et c'est toujours l'épargne quelque part, il veut avoir 300 000 euros, chaque année il va épargner 30 000 euros, bah, au lieu de laisser dans la banque, on va fructifier avec du 10%, bah, après il y a les impôts bien sûr, même si ça dépend si on est en SCI, si on est peut-être domicilié à l'étranger, ça va faire des calculs différents, mais on va rester sur le cas général qui est domicilié en France. Donc dans ce cas-là, une manière, au lieu de laisser dormir son argent et de façon s'intéresser à l'immobilier, crowdfunding, même si chaque année, chaque 2 ans, selon le projet, il va falloir réinvestir ailleurs, on espère qu'il y aura toujours la même plateforme avec la même rentabilité, mais c'est toujours bien, c'est toujours mieux. Et un dernier cas, qui quelque part rejoint celui-ci, et que pour moi, c'est mon cas d'ailleurs, parce que j'ai fait du crowdfunding, j'avoue, mais il n'y a que pas, c'est qu'on est dans un moment un peu très particulier d'un point de vue investissement immobilier, et ça on en a parlé, vous pouvez voir la vidéo de 2023 immobilier, etc., où on ne sait pas, où on a l'impression en tout cas, on pense qu'on sort, vous voyez le graphique sinusoïdal de l'immobilier, de la rentabilité, et on est un peu sur la limite haute, le plafond, et on pense qu'on est en train de glisser. On n'a pas encore bien glissé, mais on est en train de glisser. Donc, j'ai pas forcément envie d'investir aujourd'hui parce que les risques sont là et ils sont très significatifs. Mais les prix de vente, en tout cas en Île-de-France, dans les grandes villes, n'ont pas encore intégré tous les risques, tous les problèmes systémiques qu'on est en train de voir. Ce qui veut dire, parce que c'est un marché qui prend son temps, on va devoir attendre peut-être 1 an ou 2 ans pour commencer à avoir une vraie chute des prix. Mais en attendant, je vais faire quoi avec l'argent que j'ai mis, et ça j'insiste là-dessus, que j'ai dédié à l'immobilier et non pas à autre chose, eh bien peut-être je le laisse dans l'immobilier, mais dans le crowdfunding. Pour les raisons que j'ai évoquées d'ailleurs avant, c'est que c'est de la gestion passive. Alors il y a toujours le risque de faillite, surtout s'il n'y a pas, si on n'est pas en premier level, en premier niveau de remboursement et d'hypothèque. Mais généralement, quand vous êtes sur les bonnes plateformes, quand vous faites bien votre travail, vous étudiez bien le dossier et l'entreprise qui va faire ce boulot pour vous, normalement, ça va être des marchands de biens qui ont une histoire.
et un historique, qui ont une marge de manœuvre que vous n'aurez pas, parce que généralement, ils vont investir dans des endroits un peu reculés, mais qu'ils maîtrisent très bien. Ils vont récupérer des biens, c'est de l'héritage, c'est peut-être ça a été des enchères, ils vont construire from scratch, ou alors ils vont diviser, et tout ça sont des opérations qui sont très compliquées pour la plupart des gens, dont moi-même. Compliqué, soit parce que c'est beaucoup d'administratifs, soit parce que c'est du temps. Il faut vraiment être dédié. Et là, vous voyez que ce sont des marchands de biens qui ont une dizaine d'années derrière eux. Et surtout, le plus important, c'est ce que je fais, parce que s'il n'y a pas ça, on n'en parle même pas. En ordre d'hypothèque, il faut être le premier. Comme ça, au moins, s'il y a un problème, on va vendre ce qu'on a et on vérifie qu'il y a déjà quelque chose. Et on se fera rembourser les premiers. Ou alors, si vraiment c'est un projet très intéressant, on va être en deuxième ordre. Donc, il y aura la banque. Généralement, c'est la banque qui passe en premier. Et deuxièmement, et en deuxième lieu, ça va être les crowdfunders directement. Mais dans ce cas-là, il faut au moins que ce soit un projet genre qui est à 70%, minimum 50% commercialisé ou pré-commercialisé. Même si pré-commercialisé, bon, ça veut dire ce que ça veut dire. Les gens, ils peuvent toujours se désister, mais généralement, c'est pas aussi simple que ça. Ou alors carrément commercialisé. Ou alors, comme c'est un projet genre un héritage, ou les enchères, ou faillite, ou je ne sais quoi. Là, on sait très bien qu'ils l'ont acheté au-dessous du prix. Normalement, le projet, c'est 1 an, 2 ans. Avec tous les risques systémiques qu'on a, on fait les calculs. On se dit, dans tous les cas, dans le pire scénario, ils vont vendre à tel prix, qui est toujours intéressant. Alors oui, peut-être ils vont pas faire 20% de marge, peut-être ils vont pas faire 16% de marge, mais ils vont faire, je dis n'importe quoi, 10% de marge, ce qui est déjà bien. Donc je sais que je serai remboursé avec la rentabilité qui a été promise, etc., etc., etc. Je dis ça, maintenant, comme j'ai dit, c'est très important. Personne ne fera le boulot à votre place. Même si ça passe par des interfaces, enfin par des intermédiaires, il faut prendre et éplucher le dossier technique, détail par détail, pour s'assurer que c'est le bon projet. Et bien sûr, il faut choisir la bonne plateforme, parce que comme j'ai dit, il y en a certaines qui vont juste vous faire des royalties, d'autres qui vont juste vous faire contractuellement avec la plateforme, ce qui veut dire la plateforme disparaît, tout disparaît. Et puis il y en a d'autres qui sont beaucoup plus sérieuses, qui elles, vous avez directement une contractualisation avec le projet lui-même. Donc c'est le projet qui devrait faire faillite et non pas eux. Et bien sûr, il faut aussi voir l'historique du taux de défaut de ces plateformes, de ces intermédiaires, pour se rassurer qu'ils ont quand même de bons projets et que il y en a certains, pour le moment, il y a ces 0% de défaut. Et le dernier point, bien sûr, c'est la rentabilité qui est promise, parce qu'on vous ai dit, du 5%, ça ne m'intéresse pas, 7%, ça m'intéresse pas. Il ne faut pas oublier qu'il y a 30% d'impôts dessus, ou alors c'est l'IR, bon, en tout cas, il faut voir, mais il y a des impôts dessus, donc il faut voir si je vais mettre 10 000 euros et je récupère, si c'est du 5%, il faut faire le calcul, je récupère 5 000, après les 30%, je récupère 3 000, on va faire ça comme ça, c'est pas... dans une année, il faut voir si c'est vraiment ça vous intéresse. Non, c'est 300, c'est pas 3000. Enfin, justement, je disais 3000. Voilà. Les maths, c'est perdu avec le temps. Et donc, voilà, c'est pour récupérer du 300, c'est vraiment pas du tout la peine. Ça m'intéresse absolument pas. Donc, il faut que ce soit au-delà de 10%. Et au-delà de 10%, par principe, il n'y en a pas beaucoup. Moi, je connais 2. Il y en a une qui est très fiable parce que c'est un peu la référence. La plupart des projets sont en France, même si je ne me limite pas forcément à ça, mais ça fait une garantie. Mais elle, c'est plus du 9%, 8,5%. Très rarement, j'ai vu du 9%, 9,5%. Et puis, il y en a une autre qui est maintenant, qui a le vent en poupe avec les avantages et les inconvénients. Et ce qu'il propose est du 11%, quasi systématiquement, parce que c'est un peu le démarrage. Et ce qui est bien, c'est que vous êtes en contrat directement. S'il y a un problème au niveau du projet, vous avez accès à l'hypothèque et vous êtes en premier ordre ou en deuxième ordre. Et en plus, ils ont un certain programme où si vous êtes parrainé, vous gagnez 1% supplémentaire sur le premier projet, ce qui fait c'est du 12%. Donc à partir de là, 12%, c'est pas mal. Maintenant, il y a des inconvénients, parce que je ne vais pas donner le nom de la plateforme parce que ça change tout le temps, ça dépend quand vous allez voir la vidéo, surtout je ne fais pas de promotion, mais je dis juste qu'aujourd'hui, j'ai investi en crowdfunding, parce qu'il y a eu un cas particulier, une plateforme qui m'a l'air d'être sérieuse, avec une rentabilité intéressante, parce que c'est un peu les débuts, même si ça fait un bon moment qu'elle est là, et parce qu'il y a un marché immobilier où il y a beaucoup d'hésitation, donc je ne sais pas ce que je vais faire, et donc je préfère attendre, et je me dis, il vaut mieux investir, attendre 1 an et demi, mais avec du 11%, du 10%, plutôt que de rester les mains croisées à ne rien faire.
Donc, c'est un alignement d'astres, on va dire. Et bien sûr, si on investit en crowdfunding, c'est toujours la même chose, c'est de la diversification. Il ne faut pas mettre tout son argent, ou alors il faut être vraiment sûr de ce qu'on est en train de faire, mais mettre un certain montant, et puis on va attendre, on va voir comment ça va se passer. Oui. Parce que bien sûr, quand vous investissez, c'est illiquide. Vous ne pouvez pas retirer. En tout cas, chez la plupart, il y en a certaines où il y a une place de marché, mais apparemment, ça ne marche pas très bien. Mais généralement, quand vous mettez, la plupart des plateformes, c'est que voilà, vous mettez. Maintenant, faut pas oublier un autre point, c'est que ça dépend de votre système de référence et de valeur. Pour certains, ça passe pas. C'est comme l'histoire des intérêts. Donc, je laisse chacun vérifier par rapport à ses références religieuses. Je sais pas s'il croit aux astres, s'il croit au papier, c'est son problème. Mais chacun vérifie par rapport à son système de valeurs et sa religion, etc., etc., etc. Voilà, alors 15 minutes, 16 minutes, j'ai répondu à la question. S'il y a plus de questions, comme d'habitude, ça va être sur notre Instagram. Et voilà, je vous retrouve dans le prochain sujet qui va être une réponse à une prochaine question. Entre-temps, bon courage et bons investissements.